Bonjour, je vais vous parler de la prise en charge des sujets à très haut risque de cancer colorectal, notamment, et vous parler un petit peu de ce qu'on fait ici au sein du réseau près d'IDF. Donc, comme le professeur Cellier vous l'a dit, il y a différents niveaux de risque pour le cancer colorectal. Donc, il y a la population générale où le risque d'avoir un cancer du côlon est évalué à autour de 2-3% à 80 ans. Il y a certaines formes, donc un risque aggravé ou des formes familiales où le risque est plus augmenté. Et il y a aussi les formes héréditaires, donc de cancer, des patients à très haut risque de cancer colorectal, où là on peut avoir un risque qui peut aller jusqu'à de 60 à 100% de survenue d'un cancer du côlon à l'âge de 70-80 ans. Aujourd'hui, on va essayer de parler un petit peu de ces sujets-là. Alors, quels sont les grands syndromes de prédisposition héréditaire au cancer du côlon? Il y a en gros deux catégories. C'est soit des formes de polypose, on appelle ça les formes polyposiques, c'est-à-dire un cancer du côlon qui survient sur un côlon où il existe déjà plusieurs polypes, des fois des centaines, même des milliers de polypes. Et là, il y a des sous-types, ou ce qu'on appelle des formes non polyposiques, donc le cancer qui peut survenir sur un côlon où il n'y a pas ou très peu de polypes. Et là, dans cette catégorie, on va vous parler de ça après, on a le syndrome de Lynch ou d'autres cancers familiaux. Donc, juste pour rappel, pour les formes polyposiques qu'on appelle les polyposes adénomateuses, il y a deux types en fonction de la mutation, parce que dans ces cas, les patients, ils ont des mutations de leurs gènes qui leur procurent un risque plus élevé de développer des cancers, des polypes et des cancers. Donc là, il y a deux gènes qu'on connaît, qu'on peut chercher chez les sujets qui sont à risque. Et ça, c'est un autre type de polypose aussi amartomateuse, c'est un type différent de polype, mais on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Et puis vous avez le fameux syndrome de Lynch qui fait partie des cancers non polyposiques. Donc ça, c'est un syndrome qui également dans lequel on a des mutations de certains gènes qui normalement réparent l'ADN, et quand ils sont mutés, donc ils sont non fonctionnels, toutes les erreurs dans l'ADN ne sont pas réparées, et ça s'accumule et ça va finalement aboutir à la formation de cellules cancéreuses dans le côlon. Alors pas seulement dans le côlon, parce que comme vous allez voir, le risque du cancer du côlon chez ces patients est de l'ordre de 30 à 40% sur la vie, mais il y a également un risque de cancer de l'endomètre, de l'ovaire, de l'estomac, de l'intestin grêle, des voies urinaires excrétrices et même des voies biliaires. Donc vous voyez, c'est tout un ensemble d'organes différents qui peut être touché, parce que tout ça repose sur des mutations génétiques qui vont augmenter le risque de développer des cancers dans plusieurs organes. Donc on connaît aujourd'hui 5 types, 5 mutations, 5 gènes qui peuvent être mutés et qui peuvent être responsables de ce syndrome. Et la transmission, dans ce cas, chez les enfants, chez les descendants, on appelle autosomique dominante, c'est-à-dire c'est 50% des enfants, des descendants, qui risquent d'avoir le même gène et d'hériter du même risque. Donc, quel est le problème aujourd'hui de ce syndrome? C'est qu'en population, vous savez, il y a 42 000 cas de cancer colorectal par an en France, et on sait que 3 à 5% de ces cancers, donc entre 1500 et 2000 cas tous les ans, vont être liés à ce syndrome de Lynch. Quand on regarde entre les hommes et les femmes, donc on voit en population générale le risque de cancer qui est relativement faible, alors que le Lynch, que ce soit les hommes ou les femmes, ils ont un risque de cancer du côlon très élevé. Alors ça, c'était les anciennes études. Aujourd'hui, le chiffre est un peu à la baisse, mais également pour les femmes, un cancer de l'endomètre. Dans les études, initialement, dans les années 2000, il y a eu des études qui avaient pour but de voir si on pouvait diminuer ce risque de cancer chez ces patients. Donc, ils avaient étudié ces patients en faisant des coloscopies de surveillance tous les 3 ans, et on a vu que ça pouvait réduire de 60% le risque de cancer colorectal. Il y avait 250 patients suivis sur 10 ans, et on a vu qu'il y a une diminution significative de la mortalité et du cancer du côlon chez les patients qui étaient surveillés tous les 3 ans. Ensuite, il y a eu d'autres études, notamment une étude qu'on avait menée ici dans le service, qui visait à utiliser une technique différente de coloscopie, ce que le professeur Cellier vous a parlé, ça s'appelle la chromoendoscopie à l'indigocarmin. Et ça consiste à appliquer un produit, un colorant de surface qui n'est pas absorbé, qui s'appelle l'indigocarmin,
au moment de la coloscopie. Donc on l'asperge avec un cathéter, avec un spray, et ça permet, comme vous voyez ici, de mieux mettre en évidence les reliefs, et donc un petit polype comme celui-là qui était difficilement visible, on peut mieux le voir avec cette technique. Et a priori, et notamment chez ces patients, ils ont la particularité d'avoir des polypes qui se développent, qui sont plans, qui ne sont pas très surélevés, ni pédiculés, comme vous allez voir, que vous avez déjà vu dans le côlon tour tout à l'heure. Donc c'est des polypes qui sont plans, très peu surélevés, petits, et qui peuvent déjà être en transformation carcinomatose. Donc dans cette étude, on avait montré que l'utilisation de cette technique permet d'augmenter de 3 fois la détection des adénomes chez ces patients. Et puis, il y a eu des études plus récentes qui avaient comparé, non pas les coloscopies tous les 3 ans, mais tous les 1 à 2 ans chez ces patients. Et on a vu qu'en réduisant encore plus l'intervalle de surveillance, on pouvait encore diminuer le risque de survenue de cancer entre 2 coloscopies, ce qu'on appelle le cancer d'intervalle. Donc, toutes ces études nous ont amené à réfléchir à une certaine façon de suivre ces patients. Et en 2010, en 2009, il y a eu donc une initiative de l'INCa qui avait soutenu des projets en France, dont le premier centre ici qui s'appelle le PRED-IDF, et qui est aujourd'hui, donc qui comporte 7 centres en Ile-de-France. Donc il y a l'hôpital Pompidou qui coordonne le réseau, il y a Saint-Antoine, Cochin, Avicenne, La Pitié, mais également Gustave Roussy et Curie. Donc tous ces centres font partie d'un même réseau qui vise à mieux suivre ces patients, pas seulement les malades qui ont le syndrome de Lynch, mais tous les patients qui ont des prédispositions héréditaires au cancer du côlon, pour mieux les accompagner, les conseiller, leur proposer un suivi adapté, multidisciplinaire à leur maladie. Donc, ce centre, donc, il a un fonctionnement qui est coordonné entre équipes, qui vise à planifier, donc centraliser la planification des consultations et des examens de suivi par un secrétariat unique, avec un guichet unique, et puis programmation régulière des examens et des consultations regroupées. Donc, comment ça fonctionne? Il y a différents médecins de différentes spécialités qui peuvent nous adresser des patients parce qu'ils ont eu un diagnostic d'une prédisposition héréditaire du cancer du côlon. Ils sont inscrits dans le centre, on les voit en consultation, on leur propose un plan personnalisé de suivi, un PTS, et leur dossier est discuté en réunion de concertation pluridisciplinaire. Ces patients vont revenir au fur et à mesure, donc ils vont revenir dans le centre, ils vont avoir les planifications de leurs rendez-vous, de leurs examens, et ils peuvent être soit suivis à l'intérieur du centre, donc à l'hôpital où ils sont inscrits, ou même à l'extérieur, s'ils ont un gastro-entérologue en ville, ils peuvent avoir le suivi à l'extérieur, mais à condition qu'ils aient le bon rythme de surveillance, la technique, avec la coloration s'il le faut, et en réalisant tous ces examens au rythme recommandé. Après, le centre va recueillir les résultats de ces examens et puis reproposer la nouvelle surveillance l'année d'après avec un logiciel informatique adapté à cette fonction. Donc, cette création de guichet unique, finalement, a comme intérêt, en une seule unité de lieu et de temps, de faciliter, d'optimiser le suivi des patients qui auront un seul interlocuteur pour l'ensemble de leur suivi, avec un seul dossier unique, des consultations groupées en une seule journée ou sur 2 jours, avec des examens qui peuvent être réalisés en même temps. Donc, ça évite aux patients de faire plusieurs allers-retours, surtout quand ils ont plein d'examens à faire. Et puis surtout, il y a un dossier de synthèse avec une base de données informatique et les dossiers qui sont présentés régulièrement en staff pour discuter des cas un peu difficiles. Voilà, donc ça c'est un exemple type pour programmer un patient avec un syndrome de Lynch qui a une coloscopie avec coloration, des examens gynécologiques évidemment, parce qu'il y a aussi le risque de cancer de l'endomètre, des prises de sang, et également d'autres surveillances qui ne sont pas systématiques, mais des autres organes, comme vous avez vu, l'intestin grêle, l'appareil urothélial, si nécessaire également. Donc, je vous montre un petit peu l'activité de ce réseau, donc PRED-IDF. Depuis 2010, donc, on était initialement 3 centres, là nous sommes 7, et donc en 6 ans, il y a plus de 1700 patients inscrits dans ce réseau,
avec plus de 3000 dossiers discutés en staff. Donc, ça peut être le même dossier qui revient deux fois. Donc vous voyez, c'est en croissance continue. Donc il y a de plus en plus de patients et il y en a encore beaucoup qui sont en Île-de-France, qui ne sont pas soit chez qui on n'a pas de diagnostic ou qui ne sont pas encore inscrits pour avoir ce type de suivi. Pour vous montrer un petit peu le type de pathologie ou de syndrome pour les patients qui sont inscrits, il y a la majorité, un peu plus de la moitié, qui ont le syndrome de Lynch, et il y a un bon quart ou un tiers qui ont des polyposes adénomateuses. Donc plus de 80% des patients, soit les Lynch, soit les polyposes, c'est les deux maladies les plus fréquentes. Donc juste pour vous parler des recommandations, comme on vous a dit, donc la coloscopie avec chromodoscopie à l'indivocarmin pour ces patients qui ont le syndrome de Lynch, à réaliser tous les 1 an à 2 ans en fonction des constatations, s'il y a ou pas des adénomes lors de la coloscopie, sachant que le risque de cancer d'intervalle existe toujours, il n'est pas nul, mais nous avons mené une étude au sein du service qui a montré que l'appartenance à ce réseau de suivi améliore significativement l'adhérence au programme de dépistage et pourrait donc améliorer la survie. Et dans cette étude, nous avons comparé deux types de patients, les patients qui suivaient les recommandations, qui étaient observants et qui avaient l'écoloscopie réalisée régulièrement avec les techniques recommandées, versus d'autres patients qui avaient le même syndrome mais qui étaient suivis un peu moins régulièrement ou qui n'étaient pas inscrits dans le réseau. Et nous avons vu que le cancer du côlon entre deux coloscopies, le cancer d'intervalle, avait diminué significativement de 7 fois quand ils étaient observants et quand ils réalisaient les coloscopies de cette manière. Donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau. C'est la première fois qu'on démontre l'intérêt d'un tel centre de suivi pour diminuer le cancer chez ces patients, qui ont quand même un risque très élevé, à savoir, si on ne fait pas de coloscopie, ces malades auraient dû avoir 80% ou 60% de cancer du côlon. Donc là, on est passé à moins de 1%. Et puis, juste pour vous dire, il n'y a pas que la coloscopie, mais il y a également des facteurs environnementaux qu'il faut éliminer, notamment l'obésité et le tabac, qui sont aussi des facteurs importants dans la carcinogenèse, notamment dans le côlon. Et puis, finalement, est-ce que les patients qui sont en suivi, est-ce qu'ils sont satisfaits? Nous avons mené un premier questionnaire de satisfaction sur plus de 80 patients, où il y avait 87% des patients qui étaient satisfaits du suivi, avec une compliance, donc il y avait 88% qui suivaient bien les examens recommandés. Donc en conclusion, les patients à très haut risque de cancer colorectal doivent bénéficier d'un suivi au sein d'un réseau spécialisé multidisciplinaire. Ce suivi doit être adapté et personnalisé pour chaque patient, et que ce suivi optimisé peut effectivement réduire le risque de cancer colorectal et améliorer la survie de ces patients.